Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Caron. 19, 6, 39, 2. Ce n'est pas le tirage du dernier loto ou mon pronostic pour le prochain Euromillion, mais ces chiffres sont quelques-unes des statistiques qui résument le succès de Roger Federer ce dimanche à Indian Wells, ainsi que son actuelle domination. 19, comme le nombre de Masters 1000 remportés par le Suisse, le voilà revenu à hauteur de Rafael Nadal. Arrête-toi. 6, comme le nombre de titres remportés par Roger depuis le US Open, 39, comme son nombre de matchs remportés sur cette même période, et 2, comme son nombre de défaites, toujours sur cette même période. Si Federer a gagné, c'est que Djokovic a rendu les armes, et c'est évidemment l'une des infos du week-end. Son bourreau n'est autre que John Isner, qui continue à pas de géant sa marche en avant. On se penchera d'ailleurs sur son cas dans la deuxième partie de cette émission. Le grand Américain qui vient de s'inviter parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, peut-il vraiment casser la baraque et venir perturber le Big Four? En tout cas, ça bouge sur le circuit masculin, et d'un paysage relativement figé il y a quelques semaines, en gros le Big Four et les autres, le retour de Juan Martín del Potro et l'émergence de John Isner viennent semer le trouble. Voilà qui devrait rendre la suite de la saison absolument passionnante. Chez les dames, Victoria Azarenka continue de jouer son rôle d'Attila Descours. 4 tournois en 2012 pour 4 titres. Sydney, l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells. 23 victoires, aucune défaite. Du Djokovic 2011 en version féminine. Tout en rappelant toutefois que la Biélorusse est passée tout près de la catastrophe à Indian Wells au premier tour contre l'Allemande Mona Bartels. Elle a été menée 4-1 dans le troisième set avant de passer 2 fois à 2 points de la défaite. Mais elle a tenu Azarenka, et personne aujourd'hui sur le circuit, ni Maria Sharapova, ni Petra Kvitova, ne sont à la hauteur. Alors, pour discuter de tout ça, de tous ces sujets, j'ai à mes côtés la personnalité la plus célèbre qui soit née à Cherbourg après Jean Marais, figurez-vous. C'est Émilie Loy. Ah, j'adore. Émilie, ton image de la semaine. Le capitaine Fantomas, c'est avec toi. On a trouvé la patronne du tennis féminin, Azarenka. Elle connaît bien la maison où nous nous trouvons pour y avoir déjà œuvré, mais elle connaît surtout les secrets des stars du circuit, et plus particulièrement celle du WTA Tour. Myrtille Rambion est avec nous. Myrtille, si tu devais retenir une image donc de la semaine passée. Roger Federer. Yes. Depuis samedi, il ne touche plus terre puisque John Isner, l'un de ses poulains, a mis le feu au circuit masculin. Mon cher Julien Pichenet, pourquoi tu rigoles, salut à toi. Ça promet, ton image ou ton info de la Il semaine? se fout de ma gueule parce que j'aime John Isner. Évidemment, c'est mon image de la semaine. Je suis choqué que tu me poses la question. Le cow-boy imberbe a encore frappé. J'adore. Il m'a menacé de me faire couper mon abonnement à Orange Sport si je ne l'invitais pas une nouvelle fois à Radio Tennis Play. Exactement. Face à cette énorme pression, j'ai donc cédé. Sois tout de même le bienvenu, cher Benoît Mélin d'Orange Sport. Toi qui n'as rien manqué d'Indian Wells, que retiens-tu? Nalbandian. Ah, j'ai adoré intéressant. Nalbandian. Et puis dans quelques instants, nous aurons aussi au téléphone un double finaliste en Grand Chelem, un ancien vainqueur de la Coupe Davis, un ancien vainqueur du tournoi de Monte-Carlo, vous l'avez reconnu, c'est Cédric Pioline qui nous livrera son regard sur ce tournoi d'Indian Wells. Et puis on parlera aussi quelques secondes de Coupe Davis, difficile de ne pas le faire avec lui. Ça y est, le décor est planté, Radio Tennis Play, saison 1, épisode 7, c'est parti. Radio Tennis Play. C'est vrai, je suis bavard. Alors on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, j'ai déjà beaucoup parlé. Qui veut attaquer sur Indian Wells et cette victoire de Roger Federer? Je suis obligé, Benoît, de te donner la parole. T'es comme un dingue depuis 3 minutes. Parle pendant 10 minutes, dis tout ce que tu as à dire. Est-ce que finalement, c'est une surprise, mine de rien? Ah oui. Oui. Moi, je suis surpris qu'il remporte, pas un Masters 1000, mais qu'il arrive à gagner un Masters 1000 sur cette surface semi-rapide en jouant un tennis que je ne l'avais pas vu pratiquer depuis la seule saison où il avait commencé sur ces bases-là, c'est-à-dire en 2006, la saison où il a créé le monstre.
Je trouve qu'il a un plan en tête, c'est une évidence pour son quadriptyque là, Roland, Wim, JO, US. Donc je pense que là, il n'est pas encore prêt. Ces 6 semaines de prépa avant octobre sont faites pour qu'il soit à 1000% à partir de Roland. Peut-être même Wim, je pense. Roland n'est pas dans sa visée. Mais il est sur la confiance, il sait où il va, c'est clair, c'est défini, il ne reculera pas, il ne reculera plus. Il a décidé d'être super agressif, tout le temps. Et puis, ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Mais au moins, il essaye et je trouve que c'est énorme. Il va refaire une pause après Miami, hein, il l'a dit. On ne connaît pas encore très bien son programme sur terre battue, mais visiblement, oui, on ne sait pas. Pour la place de numéro 1, il fera Monte-Carlo. Ouais. Bon, on verra en tout cas, mais c'est intéressant. Au niveau du classement, j'ai noté les 3 premiers. Djokovic, 12 600 points environ. Nadal, 10 000 et Federer, 9 003. Donc ça se resserre vraiment. 3 000 points séparent Federer de Djokovic. 3 320. 3 320, exactement. Et donc ça annonce quand même une suite de saisons passionnantes, non? Je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment en tête de reconquérir la place de numéro 1 mondial? Il est habité par ça, il vit pour ça. Je pense que physiquement, vraiment, sa condition physique est excellente et il n'a pas de problème. Effectivement, je pense que ses problèmes au dos l'ont quand même pas mal handicapé. Et là, on sent dans ses déplacements qu'il est bien prêt. Alors, je rejoins un petit peu Benoît quand tu dis qu'il est en ligne de mire les Jeux Olympiques, les tournois du Grand Chelem. J'ai l'impression que là, il est quand même au top de sa forme. Mais oui, mais ça fait quelques mois. Moi, je dirais c'est pour ça, Benoît, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas une surprise de le voir comme ça, Indian Wells. Outdoor? Non, parce c'est que lent. Vu la surface, ouais, mais il se déplace bien. C'est ça qu'on l'avait pas vu faire depuis des années. On le disait pas assez à l'époque où il était le monstre, le joueur incroyable, exceptionnel qu'il était. C'était son déplacement. C'est ça qui fait qu'il peut décocher ses coups incroyables. Il était partout. Là, il a retravaillé ça. Il a une gestion désormais du calendrier un peu à l'Agassi en fin de carrière. Il sait exactement où il en est. Il est redevenu impressionnant. Moi, je dirais depuis sa formidable fin de saison l'année dernière, on sent qu'il revient. C'est Lindor, attends, tu rigoles ou quoi? Il gagne une balle. Mais oui, mais lui, il y a personne. Une fois qu'il est dans sa tête, il est fort, il le sait. Et lui, ça fait des années qu'il nous dit je suis pas fini. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué Djokovic, mais il bat Nadal en demi-finale à Indian Wells pour la première fois en outdoor depuis Wimbledon 2007. Ouais, mais c'est plus le grand Nadal et Nadal est plus un problème pour Federer. Mettons à part n'est plus un problème pour Federer, ça se discute. Ça veut pas dire que Nadal ne regagnera pas contre Federer, mais ça veut dire encore en Australie. Vous vous souvenez, le fait que quand il arrivait sur un court contre Nadal, il avait ce sentiment d'infériorité. Ouais. C'est fini, ça. Petite précision sur ce que vient de dire Julien. Précise parce que c'est pas clair quand il parle. Ouais. Non, mais Federer. Mets les sous-titres. Federer avait battu Nadal en outdoor à Madrid en finale, mais c'était après l'incroyable demi-finale. Mais j'avais pas compté ça. Voilà. Aucun intérêt ce match. L'incroyable demi-finale Nadal-Djokovic de 4 heures. Donc effectivement, il faut remonter. Si on met ce match à part, où effectivement Nadal était complètement rôti. C'est de la terre battue, ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas battu Nadal dehors depuis 2007. C'est ahurissant quand même. Mais Nadal n'est plus le Nadal qu'il a été. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse de plan sur la comète, parce que quand on regarde leur niveau de jeu à tous, non, mais je trouve que c'est une date quand même. C'est une date quand même pour Federer. C'est dur de dire que Federer va rebattre Nadal demain. On n'en sait rien. Bien sûr. Mes amis, je vous coupe. Non, quoi ? Je vous coupe. Nous avons Cédric Pioline au téléphone. Oh, mais c'est pas grave. Cédric, m'entends-tu ? Bonjour à tout le monde. Alors, je sais pas si tu étais déjà en ligne. J'adore ce débat, j'adore cet échange d'opinions contradictoires, ça me plaît. Alors, je sais pas si tu étais en ligne au début de l'émission, je refais rapidement les présentations. Il y a Émilie Loire à mes côtés, Myrtille Rambion, Julien Pichenet, puis Benoît Mélin qui te suit comme son ombre sur Orange Sport. On n'est pas que c'est tout. Je connais qu'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Et vous n'êtes pas embrassé l'autre jour à l'antenne? J'étais un peu déçue quand même. Non, on s'embrasse pas. Bon alors Cédric, quel regard portes-tu sur ce fringant trentenaire qu'est Roger Federer, Est-ce qu'il t'épate ou est-ce que finalement il est dans la lignée de ce qu'il sait faire? Moi, ça fait 10 ans qu'il m'épate et j'espère qu'il va, comme il l'a dit, jouer encore longtemps parce que le tennis a besoin de ce genre de joueur qui est déjà très spectaculaire, qui réinvente un peu des coups sans arrêt et qui arrive à repousser des limites, qui agrandit sans arrêt son palmarès, mais qui arrive à repousser ses limites alors que plein de fois, il a été finalement pratiquement enterré en disant c'est la fin, il va plus y arriver, et puis bon, il arrive à nous prouver. Et lorsqu'il gagnera à nouveau, parce que je pense qu'il a encore le carburant pour ça, un tournoi du Grand Chelem, voire les Jeux Olympiques, là, il fera taire à nouveau tout le monde jusqu'à ce qu'à nouveau on dise il est sur le déclin, et ainsi de suite. Tout ça, c'est cyclique. Hein.
Est-ce que c'est surtout physiquement qu'il t'impressionne ou est-ce que tu as le sentiment que son tennis, même après une aussi longue carrière, continue de s'enrichir et tu disais qu'il continue presque d'inventer des coups? Moi, je pense que, comme je l'ai dit sur les antennes très écoutées d'Orange Sport, Tu fais comme les antennes du groupe Canal, les antennes. Ah bah, il est corporate. Oh là là, il est corporate. politiquement correct. J'ai dit qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement intelligent, c'est qu'il a préparé sa saison 2012 dès le mois d'octobre. En fait, sa coupure hivernale, il l'a faite à la fin de l'année. Et il a démarré sa saison avant de revenir à Bâle, ouais. Et c'est là où il a en fait un petit peu pris de l'avance sur tout le monde. Et ce move, j'ai envie de dire, lui a permis de regagner ce qui fait le baromètre du joueur de tennis, la confiance. Et aujourd'hui, il surfe à nouveau sur cette vague de confiance les 2-3% qui lui manquaient ces dernières années, où finalement, quand on regarde bien d'un peu plus près, il a perdu des matchs qu'il n'aurait jamais dû perdre, avec des balles de match. On ne sait pas s'il avait gagné ces quelques demi-finales, voire finales où il a été très proche, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ce débat. Oui, ce serait peut-être lui le numéro 1 mondial. C'est vrai que ça s'est joué à très très peu de points. Les amis, est-ce que vous avez une question pour Cédric ? Julien, tu lèves le doigt, tel un élève bien sage. Bonjour Cédric, moi j'aimerais avoir ton avis sur le finaliste d'Indian Wells, John Isner. Mais qu'est-ce que tu nous parles de John Isner ? Oui, parce que j'ai quand même envie de le mettre dans la même famille. Il faut qu'on en parle. De toute façon, on va en parler de John Isner tout à l'heure. Certains joueurs que Cédric a régulièrement rencontrés dans les années 90, que sont Philippe Oussis, les Rusetski, les Ivanisevic. Je voulais savoir où tu situais Isner par rapport à ces joueurs que je viens de citer. Qu'est-ce qu'il aurait de plus ou de moins par rapport à eux, à ces grands serveurs? Je le trouve très impressionnant. Déjà, quand on regarde, malgré ses 26 ans, c'est un tout jeune joueur. Parce que il y a 4 ans, il était 700e. Là, il est dans les 10 premiers. Donc, il y a une progression qui est assez fulgurante. Je trouve qu'il a des choses en plus par rapport à d'autres joueurs actuels ou passés par rapport notamment à sa taille. C'est-à-dire qu'il se déplace très bien, il a un très bon œil. Et puis, il a une bonne main. Alors, on le réduit souvent à son service canon qui découle de sa taille. Mais je dois dire qu'il sait faire beaucoup d'autres choses. Et comme il l'a dit lui-même, et j'en suis d'accord, il a une marge de progression qui est importante parce qu'il a des schémas de jeu qui finalement sont assez répétitifs et assez simples. Il s'appuie sur ce gros coup droit majoritairement décroisé. Il vient pas énormément au filet alors qu'il pourrait venir plus. Mais déjà avec ça, il gêne beaucoup de joueurs et il bat, on l'a vu, Federer il y a un mois, Djokovic là en demi-finale. Il a accroché Nadal sur terre battue, ce qui est pas rien, ils sont pas nombreux. Donc il y a vraiment, il envoie des signaux comme quoi il est là et il faut compter avec lui. Et je pense qu'il a l'air d'avoir la tête assez solide pour gérer tout ça et pas se laisser déborder par ses succès qui peuvent être perturbants, quoi. L'autre info de la semaine, Cédric, c'est évidemment la défaite donc justement de Novak Djokovic contre John Isner. Qu'est-ce que tu penses de Djokovic en ce moment ? Est-ce que la digestion de son incroyable saison 2011 est peut-être plus difficile que prévu ? Ou est-ce que là encore, il est dans une position où son objectif de toute façon c'est de remporter Roland-Garros et le reste devient peut-être un petit peu moins important et il n'est pas forcément, je ne vais pas dire complètement concerné, ce serait évidemment se tromper de dire ça, mais voilà, presque inconsciemment de lâcher un tout petit peu prise. Il a forcément une petite décompression légitime et naturelle par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. Il répétait, c'est-à-dire qu'on va rappeler quand même que l'année dernière, il n'a pas perdu un seul match jusqu'à Roland-Garros. Demi-finale. En jouant tous les gros tournois qu'il a croqués. Bon, aujourd'hui, il a contre Isner, on voit qu'il a eu finalement l'occasion de gagner en 2-7. Il a servi pour le 7 à 5-4 dans la première manche. Il a gagné la deuxième. Il aurait pu finalement lui mettre quasiment 2-7. Et il se retrouve embarqué dans un match qui est plus compliqué que finalement il perd. Donc je crois qu'il a une petite décompression et qu'il a envie de se focaliser sur les gros événements. Tout le monde sait, les tout premiers le savent pertinemment, qu'il y a une période là entre mai et juillet, voire poussé même jusqu'à début septembre avec l'US Open, qui va être extrêmement chargée avec 4
événement majeur, quoi. Donc ils ont tous envie d'être prêts à cette période et probablement ils ont dans un petit coin de leur esprit de ne pas cramer leur pas utiliser trop de cartouches. Réservoir. Voilà, exactement. Un petit mot aussi peut-être sur Nadal, qui était loin du circuit depuis un mois. Il a, comme on dit, rendu une copie plutôt pas mal. Son match contre Nalbandian a été assez formidable. Bon, évidemment, après, il y a eu un petit accident contre Roger Federer. Mais comment tu l'as trouvé, Rafael Nadal, alors que se profile évidemment la saison sur terre battue? Je trouve que c'est un joueur qui également, c'est pour ça que je trouve très excitant ce qui se passe en ce moment. C'est un joueur qui est surprenant. Parce que depuis qu'il est arrivé, qu'il a gagné son premier Roland-Garros, on voit que tous les ans, il se remet en question d'une manière très forte et qu'il essaye de progresser. Alors ça est passé par Wimbledon, où au début tout le monde rigolait un petit peu en disant, moi le premier, en disant mais je vais gagner Wimbledon. Moi j'y croyais pas, il l'a fait. Il a démontré à tout le monde que c'était possible. On a vu dans 2011 que finalement, s'il n'y avait pas eu Djokovic, il aurait fait une saison assez incroyable. Et il s'est posé les questions pour progresser et essayer de régler ce problème. Il a failli le faire à Melbourne, il a été très très proche et on voit que son jeu progresse et devient de plus en plus agressif. Alors c'est vrai que contre Federer, il a sûrement pas fait un bon match, ça c'est sûr, mais je pense qu'il a été extrêmement gêné, beaucoup plus que Roger par le vent. D'ailleurs on le voyait bien, dès que on a commenté le match avec Benoît, on voyait bien que dès que le vent retombait et qu'il n'y en avait plus, il prenait le dessus dans l'échange. Sauf que le score a fait qu'après il pouvait plus revenir. Mais je pense qu'il va être prêt, mais c'est celui qui probablement aura le plus, à mon sens, de difficultés dans cette période parce que il joue comme tous les ans très gros sur terre battue, où il laisse beaucoup d'énergie. Et comment est-ce qu'il va gérer après? On sait que historiquement, après Wimbledon, il est un petit peu cramé de par sa débauche d'effort. Donc qu'est-ce qui va se passer pour lui à partir des Jeux Olympiques où il va être obligé de les jouer, il ne pourra pas se reposer. Donc pour la suite de l'été américain, ça va être compliqué pour lui, à mon sens. On peut aussi évoquer le tennis français, qui a été d'une relative discrétion à Indian Wells, avec un Joe Tsonga qui s'est incliné contre David Nalbandian après avoir eu balle de match. Et puis un Gilles Simon qui a regagné des matchs, ça lui a fait du bien, qui a perdu en quart de finale après un match extrêmement serré contre John Isner. J'imagine que tu les as vus jouer aussi, tu as dû les commenter. Alors évidemment, il y a le deuxième tour de la Coupe Davis, le quart de finale de Coupe Davis qui se profile. Quel regard tu portes là sur Tsonga et Simon, qui ont été donc les deux meilleurs Français à Indian Wells? Je trouve que en fait Joe a fait un très bon match jusqu'à la fin du deuxième. Il lui a manqué peut-être le petit coup de rein pour le conclure, mais il jouait vraiment bien. Il était légèrement au-dessus de Nalbandian. Et en fait, on voyait pas à ce moment-là que Nalbandian jouait bien également. Bon, il est finalement passé au-dessus. Quand on regarde, parce qu'on a vu qu'après contre Nadal, Nalbandian jouait quand même vraiment très bien. Exactement. C'est pour ça que je le souligne. Et globalement, Joe a fait plutôt un bon début de saison. Alors c'est vrai que les deux petits couacs, ça a été le couac de Melbourne contre le Nishikori, et puis là contre Nalbandian, s'il passe, il se donne la chance évidemment mais globalement il fait plutôt un début de saison solide, et c'est vrai qu'après il faut briller dans les gros, quoi, pour que ça soit encore plus marquant. Non, mais après, je vous rappelle qu'il essaye d'être capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Il essaye d'être capitaine de l'équipe de France. Je sais qu'Émilie n'est pas d'accord avec le début de saison de Tsonga. Non, c'est petit ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on a fait un débat, notamment la semaine dernière, sur est-ce que Joe est capable de remporter un tournoi du Grand Chelem ou quoi.
Moi, mais alors, j'y crois pas d'un pet, mais pas du tout. Et là, on parle de Joe, il est 6e cette semaine, il me semble. Oui. C'est fabuleux comme classement, mais il est 11e à la race. Hein. C'est la race qu'il faut regarder pour voir le début de saison de Joe. Et pour moi, c'est pas un bon début de saison. Perdre contre Nishikori à l'Open d'Australie, c'est pas bon. Il n'a pas encore de grosses victoires. C'est un début de saison qui est tout à fait correct et honorable pour un membre des 10 premiers. Après, il aurait pu être meilleur. Oui, non, mais je veux dire, quand on parle pour éventuellement gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est ça que... Mais aujourd'hui, on va le faire, on peut le tourner aussi différemment. Qui, en dehors, même Murray, il n'arrive pas à gagner un tournoi du Grand Chelem. Ah, mais c'est pour ça que même Murray n'arrive pas à le faire. Je vois pas comment Joe peut le faire. Il faut parler des choses qui sont réalisables. Même Djokovic, il avait gagné Melbourne, mais avant de regagner un tournoi du Grand Chelem l'année dernière, il a mis quoi ? Il a mis 3 ans. Non, mais c'est pour ça toute la difficulté pour Joe d'aller gagner un tournoi. Enfin, je veux dire, quand on parle de Murray, qu'on n'a toujours pas gagné, qui pour moi est au-dessus dans l'ensemble que Joe, on voit Isner qui arrive là. À mon avis, il est quand même, il est bien chaud. Il peut peut-être prétendre, bien évidemment, à gagner un tournoi du Grand Chelem. Enfin, pour moi, tennistiquement, je trouve que Joe est moins bon que ses joueurs. Après, il y a le facteur chance, l'ensemble, tirage au sort. Son gars est pas moins fort. Tu peux aussi avoir des concours de circonstances, effectivement, avec des tableaux qui font que... Il en faut quand même beaucoup. Il en faut beaucoup de concours. Je recadre la question qu'on m'a posée, ça n'a pas été est-ce que Joe peut gagner un tournoi du Grand Chelem. On m'a demandé qu'est-ce que tu penses de son début de saison. Moi, je réponds à la question. Attention. Ah, c'est pas un début de saison. Va pas me le chauffer. Bon, et Gilles Simon, Cédric, toi qui as été joueur et qui évidemment a connu des périodes moins bonnes et des périodes très bonnes, comment on fait pour sortir d'une période où, entre les petits pépins physiques, la confiance qui se dilue, finalement, on arrive à rebasculer et à regagner des matchs et à retrouver cette confiance. C'est, on l'espère, ce qui est en train de se passer pour Gilles Simon. C'est un peu ce qui s'est passé pour lui à Indian Wells. C'est le premier tour, il fait un match un peu pourri, en 2h30, 3h. Voilà, il faut gagner en jouant mal. Que finalement il gagne, on gagne en jouant mal, donc ça paraît tout bête à dire, mais on se donne la chance de rejouer le lendemain ou le surlendemain et d'avancer, de reconstruire à partir d'un truc qui parfois est très éphémère. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour Gilles, mais comme il le dit lui-même, si à un moment il a un problème chronique et qu'il sait jamais le matin en se levant ce qui va se passer, c'est horrible. Moi je l'ai eu, j'ai eu une tendinite à un moment au coude et c'était exactement ça. Je savais pas le matin en me levant je pourrais jouer. Apparemment c'est ce qui lui arrive. C'est absolument horrible parce qu'on peut pas travailler correctement, on peut pas construire et avancer dans le temps. Donc je crois que c'est remarquable. Ce qu'il a fait à Indian Wells, même en étant très proche de battre Isner, moi je suis un peu bluffé quand même. Avant de te remercier, Cédric, on a évidemment tous envie de t'entendre quelques secondes sur la Coupe Davis et cette petite intervention la semaine passée dans l'équipe pour rappeler que tu étais candidat au poste de capitaine. Ça doit quand même vous faire bizarre, vous, là, tous les anciens membres de l'équipe de France, les Grosjean, Escudé, Clément, toi désormais, donc d'être en compétition pour ce poste. Alors comment ça va se passer ? Est-ce que tu vas faire un petit peu campagne ? Est-ce que tu as envie de parler aux joueurs, de leur expliquer un petit peu ton projet, ta philosophie, ta façon de voir les choses ? Je crois que, pour moi, il n'y a pas de campagne à faire. Je crois que les joueurs, on le sait, historiquement, ce sont eux qui se réunissent, qui décident. Je crois que la particularité de la situation actuelle, c'est que Guy a fait un long capitanat et aujourd'hui, il y a un croisement aussi un peu de génération où il y a plusieurs noms qui sont légitimes et possibles. Donc c'est la première fois, pratiquement sur les 30 dernières années, où on est dans cette situation et où ça va être intéressant d'ailleurs pour les joueurs de se réunir et de dire qui pourrait au mieux selon nous remplir ce rôle. Après il est clair que dans tous les noms qui sont cités, on a tous nos qualités et nos défauts, donc ça sera pas non plus simple à faire. Moi j'ai juste voulu dire voilà, je suis là, c'est quelque chose qui bien évidemment m'intéresse. Je pense que je peux apporter à cette aventure géniale qui est la Coupe Davis. Donc juste sachez-le quoi. C'est point. Après il y a pas de campagne à faire et je pense que justement ils doivent se concentrer au mieux sur la campagne de cette année et pas être pollué en se disant après Guy qu'est-ce qu'on fait, mais demain on a un match contre les Américains. Enfin il faut pas non plus il faut que chaque chose soit à sa place. On sait que pour bien jouer, il faut avoir l'esprit libre. Donc moi, c'est mon point de vue, quoi. Benoît,
Tu avais une question pour Cédric sur ce sujet? Non, pas forcément Cédric, mais pourquoi on n'essaierait pas de fonctionner un petit peu comme les Espagnols avec plusieurs capitaines, puisque au lieu de se taper les uns contre les autres pour essayer d'avoir le poste, c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir du Seb, Nicolas et Cédric avec leur historique de joueurs, leur expérience d'après-joueurs. Et ça pourrait être très très enrichissant pour l'équipe de France. Ceci dit, tu peux avoir un capitaine qui va être nommé, et après ça peut être sous forme d'entraîneur ou je sais pas, ou de capitaine adjoint, je sais pas. Si tu devais faire le portrait du capitaine idéal de Coupe Davis, Cédric, ce serait comment? Quelles sont les qualités, peut-être que toi, en tant que joueur, les qualités que tu attendais d'un capitaine quand tu jouais? Je vais faire une réponse très simple et très claire. Un bon capitaine, c'est un capitaine qui gagne. Voilà. Après, on sait mais il a raison. Mais oui, mais c'est le résultat. On le sait. Mais bien sûr. Après qu'on gagne, bien entendu, d'une manière honorable, mais il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix et faire gagner. On sait très bien que quand l'équipe gagne, c'est grâce aux joueurs, et quand l'équipe perd, c'est à cause du staff ou du capitaine. Bon, ça veut dire qu'on ne prend pas Nicolas Suédé, donc. Moi, je ne suis pas du tout orienté, Benoît, ce que je viens de dire. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Non, mais c'est moi qui le dis. C'est quelque chose qui est clair. Après, c'est vrai que ça se construit dans le temps, et je pense qu'il faut avoir, à mon sens, une des choses qui est importante aujourd'hui pour la personne qui va remplir ce rôle, c'est d'avoir en même temps une proximité avec les joueurs et un petit peu de distance également, parce qu'il faut avoir le respect du capitaine et le recul nécessaire pour gérer quand même entre 4 et 5 joueurs qui ont des égos qui sont très forts et qui, moi j'y ai été là-dedans, dans ce sac de nœuds. Sac de nœuds. Je veux dire, on n'est pas toujours d'accord, quoi, pour panier le dire crabe. gentiment. Donc il faut quelqu'un qui soit là et qui tienne la barre c'est quasiment une main de fer dans un gant de velours, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Non, mais là où je le rejoins complètement, c'est le résultat. Après, le fonctionnement, chacun décide de son mode de fonctionnement, mais je vais ramener un petit peu à la Fed Cup. À un moment donné, il faut penser au résultat. C'est le résultat à point barre. Qui est Pierre-Paul Jacques? Si dans un mode de fonctionnement, ça ne marche pas, il faut le changer. Le résultat à la victoire. Justement, Cédric, est-ce que c'est pas fini, le capitanat à l'ancienne, parce qu'on pense encore à ces années Noah, on a Guy Forget qui est resté très longtemps, mais est-ce que, vu que le tennis a changé, qu'on a peut-être des individualités plus revendiquées, est-ce que ça peut fonctionner encore, cette image de l'équipe de France à l'ancienne? Mais pourquoi l'ancienne? Oui, ça veut dire quoi, l'ancienne? À l'ancienne, cette notion d'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, voilà, cet esprit d'équipe qui est celui qui dure depuis des années dans l'équipe de France. Tu peux avoir un esprit d'équipe sans être copain. Tu peux justement un peu à l'américaine, peut-être. On en a vu gagner la Coupe Davis alors qu'ils ne pouvaient pas se piffer. Hein. C'est déjà arrivé. Je ne parle pas de l'équipe de France, je parle des Américains, par exemple, avec McEnroe et H, qui ne se parlaient pas, qui s'insultaient. Ça ne les a pas empêchés de gagner, donc c'est possible, peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est quand même épisodique. Hein. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas à réinventer un petit peu cette image du capitaine, justement? Est-ce que le risque, c'est pas de rester sur les images du passé avec des noms qui ont marqué l'histoire de la Coupe Davis, justement, en France? Qui tu veux prendre qui? Non, je parle pas de prendre, dans la façon de réagir au sein de cette équipe et de diriger ou pas les joueurs, et dans le mode de fonctionnement. Mais il y a une réflexion. C'est sûr que pour la personne qui sera nommée, il y aura une réflexion à avoir pour savoir dans quel. Si c'est pour faire un copier-coller, c'est pas forcément la chose. Peut-être que c'est la bonne chose à faire, mais je crois qu'il n'y a pas de vérité établie. C'est une vérité qui bouge parce que chaque saison et même chaque match est quelque chose de différent. C'est comme dans un tournoi, c'est-à-dire que ce qu'on a fait contre Pierre ne marche pas contre Jacques forcément. Donc il faut sans arrêt s'adapter, et c'est ça la difficulté, je pense, du rôle, c'est d'avoir des certitudes et en même temps de pouvoir se remettre en question pour faire bouger, évoluer certaines choses et s'adapter à chaque nouvelle situation tout en gardant ses certitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui est difficile, mais qui est très excitant également. Et si c'était facile, tout le monde pourrait le faire, quoi. C'est en tout cas une belle conclusion. Merci Cédric de ces quelques minutes passées en notre compagnie. Qu'est-ce qu'il parle il est bavard. C'est Benoît qui t'a transformé, tu es devenu super bavard. Ah ouais, mais Benoît, c'est un moulin à parole, c'est un truc de fou. Je suis obligé de lui taper sur la tête de temps en temps pour qu'il arrête. Et je cherche le bouton on-off. Mais il y a quand même un sujet qui est intéressant aussi,
c'est qu'en ce début d'année qui est ô combien excitant sur le circuit ATP, j'aimerais bien avoir l'opinion des uns et des autres, ou je sais pas si c'est peut-être pas le moment, mais je mets la question sur la table de savoir qui est-ce qui va finir dans les 10 premiers, parce que cette année, je peux vous dire que il y a une sacrée compétition. Ouais. Bah écoute, tu passes nous voir quand tu veux dans cette émission pour qu'on en discute. Ce sera évidemment avec plaisir. Merci encore beaucoup, okay, merci à vous. Cédric. À très bientôt. Radio Tennis Play. Bon, on a fait très long sur Indian Wells, évidemment, et puis avec ce Cédric Pioline ultra bavard, on ne peut plus l'arrêter. Non, mais c'est écoute, vrai. Effectivement, tu l'as transformé. Ouais. Mais cette histoire du top 10, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est pour la première fois depuis des question. années, on a une compétition absolument incroyable. Ah, j'adore. Bon, allez, on va passer aux dames. Rapidement, je suis désolé. Ah, ben rapidement. Je suis désolé. Rapidement. Non, mais c'est un truc, mais à chaque fois, quoi. On va passer aux dames, je suis désolée. Non, mais vas-y, excusez-nous. Pour être dans la cuisine. Attention, Allez, ne me faites pas dire Oh, vous l'avez dit. les choses. Ouais, Non. Je suis désolé, on va traiter le sujet rapidement. C'est pour ça que je suis désolé. Attention. Donc, y a-t-il un règne sans partage qui s'installe de Victoria Azarenka, mesdames? Oui. Oui. Mais qui va l'arrêter? Personne. Merci Émilie. On passe à la. Non, mais c'est vrai. Non, que mais bien sûr, mais pas grand monde. Quand tu regardes Sharapova, il y a mis quand même une petite numéro douille 2 en mondiale, finale, et c'est la numéro 2 mondiale. On voit Radwanska qui est 4e cette semaine. Eh bien, elle n'a pas du tout les armes pour aller l'embêter. Il y a Kvitova qui j'aime beaucoup, mais il va falloir qu'elle progresse physiquement. Parce Elle que a quand quand on même regarde... un tennis plus riche que celui d'Azarenka. Elle sait faire plus de Alors choses attendez, sur le... non, je suis pas d'accord. Non, Kvitova, Azarenka, elle ne sait pas faire plus de choses qu'Azarenka. Bah, Azarenka, quand on la regarde jouer, là, à ce jour, elle est quasi parfaite. Le problème de Azarenka, c'est qu'elle crie. Tu es en train de me dire qu'elle volait comme Pat Rafter. Non, enfin bon... Attendez, les amortis, elle est pas mal. Elle a volé 23 fois au filet dans le match. Les amortis, c'est pas mal. Elle a de la main, Azarenka, aussi. Le petit défaut d'Azarenka, si je puis dire, c'est que quand la balle arrive très très vite en coup droit, qu'elle n'a pas de temps, c'est là où il y a quelque chose à faire. Et dans ses déplacements, quand elle doit aller dans le contre-pied côté coup droit, c'est vraiment la faille. Ce qu'a fait Sharapova dans les premiers jeux, malheureusement, elle n'a pas pu le rééditer assez souvent, mais c'est vraiment le point négatif d'Azarenka. Il y a encore son service qui est coup-ci, coup-ça, mais quand on la regarde, elle a une qualité, une condition physique qui est quand même remarquable. Elle a une qualité de jeu qui, pour moi, est très très bonne, et comme l'a déclaré son coach, il y a encore des choses à améliorer, mais quand on fait une comparaison avec les autres joueuses, pour moi, c'est une des joueuses les plus complètes. Et en plus, elle commence le tournoi avec la fameuse gastro qui a décimé une partie du tableau. C'était avant son premier tour, mais elle a quand même eu le bide en vrac. Oui, il y en a plein, hein. Même Federer. Federer aussi. Non, mais Azarenka, je pense. Restons sur les dames. Benoît, mais bien sûr. Tu parlais de ses cris, et c'est vrai que moi, je pense que c'est quelque chose qui la dessert. Alors on sait parce qu'elle hurle parfois, c'est à la limite du supportable. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on en oublierait que c'est une joueuse qui ne fait pas seulement boum boum. Elle a énormément de possibilités dans sa palette de coups. Je trouve que depuis le début de saison, elle a énormément progressé dans ce qui est de la main. Je veux dire, elle a réalisé un parcours incroyable. À Sydney, c'était brillant déjà. À Melbourne, n'en parlons pas. Derrière, elle enchaîne Doha, Indian Wells. Et on oublie d'en parler parce que de l'autre côté, on a un Djokovic absolument incroyable, un Federer qui revient. Mais Azarenka, elle a bossé énormément. Effectivement, Émilie a bien souligné le côté physique. Et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé comme ça en quelques semaines. Déjà l'an dernier, à Miami, elle s'est imposée en finale contre Sharapova. Tiens, les deux qu'on retrouve un an plus tard en 1 et en 2. Et c'est là qu'on avait vu avec Sam Sumik, son entraîneur français, effectivement, le breton Sam Sumik. Il y a un moment, elle avait voulu arrêter le tennis. Elle s'est remise en cause. Elle a bossé comme jamais. Et une fois de plus, comme chez les garçons, quand le physique est là, quand ça se travaille énormément, il n'y a pas de secret. Derrière, le tennis est en place et on gagne. Est-ce que vous avez aussi le sentiment, pardon, je te coupe Benoît, le sentiment que c'est quelqu'un qui peut aussi incarner le tennis féminin. Quand on est numéro 1 mondial aussi, on incarne son sport, on est un ambassadeur. Est-ce que c'est une jeune femme qui a la personnalité pour porter ça, ce qui était évidemment un petit peu moins le cas de Caroline Wozniacki? C'est une fille qui communique beaucoup sur Twitter. Les réseaux sociaux n'ont pas de secret, n'est-ce pas Christophe? Elle communique Émilie beaucoup. Également. Et par exemple, quelque chose qui ne trompe pas, c'est que à peine descendue de l'avion après Melbourne, Victoria Azarenka a été invitée dans l'un des plus gros talk-shows de l'après-midi aux États-Unis chez Ellen DeGeneres, alors que c'est un endroit où on ne reçoit pas beaucoup de sportifs. Donc oui, elle est là-dedans parce qu'elle est plutôt mimi, elle aime la mode, elle a ce côté glamour, elle communique avec son public et elle est reconnue déjà sur les gros networks américains.
J'adore, sans rire, Azarenka, parce que là, on parle de Sharapova deuxième, mais il faut se rendre compte quand même qu'au niveau de l'expérience dans ce top 10, il y a Sharapova. Et Sharapova, elle réussissait justement à se faufiler vers les finales des grands événements parce qu'elle gérait ça mentalement. Pas les autres, les jeunettes, elle craquait à chaque fois. Et là, on se rend compte qu'Azarenka a répondu présent. À chaque fois qu'elle joue Sharapova, elle la fracasse. Donc elle le joue tennistiquement, déjà, elle joue bien. Ah oui, on a le sentiment mais dans la tête, elle n'a aucune arme. Elle lui montre ses limites. C'est Absolument. ça qui est quand même terrible. dingue. Ouais. C'est Sharapova, on sait que c'est une fille qui renonce à rien, quoi. Elle se fait marcher dessus. Et quand je vois les autres derrière, Radwanska et compagnie, Bartoli, qui pourtant est une fille qui aussi mentalement est quand même très très coriace, mais on se rend compte qu'elle est au-dessus, largement au-dessus, dans tous les secteurs. Il faut regarder aussi Bartel, qu'on connaît pas bien. Et c'est vrai que déjà à l'Open d'Australie, elle a eu du mal à terminer son match. Et là, une nouvelle fois, elle est menée 4-1 au troisième. Donc c'est la joueuse qui, malheureusement, j'ai pas vu le match. Attends, oh. Ouais, mais quand C'est même, ça fait 2 fois qu'elle l'inquiète. Voilà, non, mais c'est juste pour essayer de trouver peut-être des joueuses qui vont arriver. Ah oui, Bartel, bien sûr. On l'a découverte à Hobart en début d'année. Elle est géniale. On l'a vue à Coubertin où elle a fait quelques dégâts. C'est une fille qui joue extrêmement bien. Ah, moi j'adore, un très beau tennis. Mais il se passe des choses intéressantes dans le tennis féminin en ce moment. Faut faire gaffe quand même avec tout, voilà, à chaque fois, là, comme John Isner qu'on voit dans le top 10 et tout ça, faut pas oublier que c'est long une carrière, et surtout à ce niveau-là, quand vous faites des répétitions de matchs à ce niveau-là, sans arrêt, quand votre corps n'est pas habitué à ça. Je pense que le John, comme la Mona et tout ça, à un moment ou un autre, ça va être dangereux à gérer, surtout pour le John. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'avec la terre battue qui arrive, Azarenka peut continuer à régner comme elle le fait, ou est-ce que ça va être un petit peu compliqué sur la plus lente des surfaces? Disons que ça va peut-être être un petit peu plus dur, mais là, elle est tellement supérieure. Et puis, on voit que de toute façon, dans son mode de fonctionnement, avec son entraîneur, on sent que rien n'est laissé au hasard. Toute la préparation physique sur terre adaptée à la terre, je veux dire, va être bossée. Là, qui peut l'inquiéter Une joueuse italienne qui a déjà remporté Roland Garros. Mais bon, oui, Bartoli, en fin de carrière quand même. Elle ne va pas être aussi facile que sur dur, ça c'est clair. Il va falloir qu'elle aille beaucoup plus batailler. Après, pour moi, elle m'a l'air tellement supérieure que... Mais ça va être intéressant, mais je la vois quand même briller sur terre battue. Dis-moi, Mimi, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que chez les filles, en tout cas ces dernières années, la terre battue nivelle moins que chez les garçons. Il y a moins de gros spécialistes de nos jours. On n'a plus la Raonca Sanchez, voilà. Donc on se dit qu'a priori, une fille comme Azarenka, si elle surfe sur sa bonne forme physique et sur sa confiance, elle peut aller loin. Maintenant, c'est pas sa surface. Bon, va falloir voir aussi, il y a Sharapova, n'importe quoi. Il y a Serena Williams qui revient, mais Serena Williams sur terre. C'est pas trop Va falloir voir. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, donc j'ai du mal à y croire. Il y a Kim Clijsters aussi, mais bon, c'est pareil, sur terre battue. Moi, ça va être mais sur un tournoi, à Roland, sur une mission, elles sont capables. Mais Azarenka serait une très belle gagnante de Roland. Je trouve que ça aurait de la gueule de l'avoir gagné à Roland Garros. Et ça, c'est une belle conclusion pour ce chapitre. Bon, d'accord. Radio Tennis Play. Vous écoutez ou vous regardez Radio Tennis Play pour cette 7e émission. À mes côtés, Émilie Loy, Julien Pichenet, Myrtille Rambion, Benoît Mélin. Mais pourquoi tu représentes? Tu vas pas nous faire une introduction de 7 minutes. Hein. Mais il y a des gens qui ont fait avance rapide. Là, et voilà, c'est un petit rappel, on relance. Alors, tu vois. Je sais pas, vous avez entendu quelque chose, moi, rien du tout. On passe à la deuxième partie de cette émission. On va faire un petit peu court parce qu'on est en retard. Le dossier, c'était John Isner, mais on a déjà pas mal évoqué le cas. Ça, c'est la Julien en a parlé, Cédric en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ce grand échalas de 2,06 m quand même. Bon. Qui vient donc de faire son entrée parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, qui est quand même un joueur qui a battu et Roger Federer et Novak Djokovic. Bon, Julien, vas-y. En l'espace d'un mois. On peut plus, t'es comme un dingue. John Isner, il a le même âge que Tsonga. Il est né en 85, il va avoir 27 ans. C'est pas un jeune. Hein. Il est arrivé sur le circuit en 2007, l'année de ses 22 ans. Comme Cédric l'a dit tout à l'heure, il était 800e début 2007. Et il était dans les 100 premiers à la fin. On l'a découvert à Washington en 2007 d'une manière assez originale. Il avait gagné tous ses matchs, 7-6 au 3e set, avant d'arriver en finale. Il y avait 5 matchs avant la finale, ce qui n'est pas banal. Et il était invité dans ce tournoi. Il était 400 et quelques. Et on voyait à l'époque qu'il n'avait qu'un seul service. Et depuis, il a énormément progressé, John Isner. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est un travailleur. Son mental est devenu aussi extraordinaire. Donc il faut se féliciter d'avoir un joueur comme ça dans le top 10. J'en ai parlé un petit peu avec Myrtille. On a failli se mettre dessus, d'ailleurs, tout à l'heure, devant la machine à café. Il a fallu les séparer. Pourquoi ? Je n'aime pas les grands serveurs. Je trouve ça ennuyant, comme c'était le cas. Ennuyant.
J'ai pas dit ennuyant, ça m'étonnerait. Ma mère écoute, alors non. Ennuyeux, comme c'était avec Stich et tout ça dans les années 90. Non, c'est formidable de voir un grand serveur face à des cogneurs du fond, face à Djokovic. On a eu un match, et personne l'a dit depuis le début de cette émission, on a eu le meilleur match de l'année 2012 en demi-finale d'Indian Wells. Que vous le voulez ou non? Mais attends, mais tu manques de l'objectivité. Bien sûr, c'était formidable. Là, t'es pas objectif. Évidemment, c'était formidable. Quelqu'un me fait sa piqûre. Je vais quand même défendre Myrtille parce que je la rejoins. Tu peux très bien ne pas aimer un joueur. Déjà, ne pas aimer, c'est un grand mot. Mais lui reconnaître des qualités. Elle a jamais... Non, t'es en train de la critiquer sur le cas Isner. C'était un match formidable, Djokovic-Isner, nerveusement parlant. Et quand on voit la réaction qu'avait Djokovic, qui était sur les nerfs pendant tout le troisième set, moi je trouve formidable la manière dont Isner arrive à mettre les nerfs à rude épreuve de joueurs comme Novak Djokovic. On adore ces moments-là. Alors, on adore, je ne sais pas. Mais tu sais quoi, Julien? Moi, je vais te dire un truc. Eh ben, dis-le. John Isner, pour moi, il va faire mal sur terre battue. Attention. Oui. Attention, parce que on se dit, mais un Américain, ça connaît rien à la terre battue, l'espèce de grande asperge là qui sait faire que des services. Alors d'abord, c'est pas vrai. Il a un très bon jeu, outre le service. Et surtout, c'est un des rares Américains qui s'est un peu colté avec la terre battue, européenne notamment, qui n'a pas eu encore de gros succès en simple, mais qui a quelques titres en double, notamment à Rome en Master 1000. Et puis il joue beaucoup de tournois. Il a une finale qui en Coupe Davis, à Belgrade. Exactement, à Belgrade. Battu par Sam Querrey. Mais attention, parce que notamment à Monte-Carlo pour la Coupe Davis sur terre, moi je pense qu'il va falloir faire extrêmement attention à John Isner. Effectivement, pour l'équipe de France, c'est pas forcément une très bonne nouvelle que cette émergence de John Isner. Émilie. Non, mais moi je le trouve fort, au-delà de son service, c'est qu'il sait jouer du fond. C'est vrai que moi je suis pas hystérique des grands serveurs, je préfère les besogneux du fond. Lui, en revanche, il m'épate. Il m'épate dans ses déplacements, il pèse 110 kilos, il faut quand même soulever cette carcasse. Et pourquoi Federer a battu? Federer a retourné quand même 9 fois sur 10 dans le terrain, il faut quand même le faire. Il a fait très peu d'ace dans ce match. C'est bien ce qui nous prouve que Federer n'en a rien à foutre de la Coupe Davis. Alors qu'il avait servi de façon exceptionnelle. Isner avait servi de façon exceptionnelle contre Djokovic. Il avait fait exactement le même match contre 20-0 double faute. C'était il y a 2 ans, en 2010, il avait joué sur dur aussi en Asie. Il avait joué Isner. C'est les mêmes stats. 2 ans plus tard, exactement la même chose. Donc vraiment la Coupe Davis, il en a rien à carrer, le Roger. Il y est allé, on se demande pourquoi. Je peux même pas terminer ma phrase. Vas-y, alors c'était quoi ta phrase? Sur John Isner, on arrive quand même sur la Coupe Davis de Roger. Il s'en fout, Roger. Ça fait des années, on le sait. Il en a bah oui, mais comme on dit que Roger a perdu 2 matchs. Il faut arrêter de dire il veut gagner la Coupe Davis. Non, mais pour en revenir, si ça vous intéresse, c'est que... C'est quoi? Oui. Il a quand même réussi à trouver quand même des zones courtes croisées. Il faut quand même le faire face à Isner. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a une marge de progression. Comme c'est ça ce qui est incroyable. C'est qu'il est 10e mondial, je te coupe, et il a encore des lacunes. C'est un attaquant qui se déplace assez mal. On croirait un éléphant. C'est un grand échalas, il ne sait pas quoi faire de ses. Mais t'as pas le droit de dire un truc pareil. Il faut que tu remettes par rapport. Mais évidemment, relativement. Mais Émilie, écoute. Mais comment tu peux dire qu'il se déplace pas bien? Réagis, tu vas avoir 33 ans, là, réagis. Mais non, mais comment tu peux sortir des conneries pareilles? Mais il se déplace bien, c'est relatif, Émilie, tu comprends. Et on va pas tout reprendre à zéro à chaque fois qu'on dit une phrase, en reprenant la sémantique des mots, etc. Parce que sinon on s'en sort plus. On a une émission de 4 heures. Il fait penser à des grands joueurs. Ça va pas être possible. Surtout là, ouais. Je sais pas, mais il fait penser à d'autres très grands joueurs qu'on a vus qui avaient visiblement des difficultés de déplacement, mais qui se déplaçaient en réalité très bien. Je sais pas, des joueurs comme Magnus Larsson, tout ça, qui paraissaient avoir d'énormes tentacules au niveau des pieds et au niveau des bras. Ne hoche pas la tête en me regardant comme ça avec cet air suffisant, Amélie, parce que franchement... Là, mais finis ta phrase, attends, je vais te regarder. Je l'ai fini, mais t'es consterné parce que t'es déçu, parce que Djokovic a perdu, voilà, c'est tout. Moi, je pense que vous avez un peu oublié Marc Rosset dans l'histoire, parce que s'il y a un joueur qui faisait 2 mètres et qui était top 10, le dernier, c'était Marc Rosset. Avec et encore 5 cm de moins. Oui, peut-être, mais toujours est-il que pour moi, voilà votre John Isner qui me déplaît pas plus que cela, va forcément casser très bientôt. Merci, maître. Je pense que la terre battue va lui faire très très mal quelque part aux adducteurs, à la cuisse, je sais pas où, dans les genoux, dans les chevilles, mais enfin ça va être terrible. Il en est à déjà le nombre de victoires qu'il avait fait l'année dernière quand on était au mois de juillet, là on est au mois de mars. Le mec a fait une saison l'année dernière qui était déjà de très très haut niveau. Il joue un nombre incalculable de matchs contre les meilleurs dans une tension qu'il n'a jamais connue. Donc déjà le John il finira pas la saison vivant, il va aller à l'hôpital très vite. Et pour moi, ok, il peut progresser encore un petit peu à la volée, pourquoi pas. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, c'est un très joli top 10, mais il ne restera pas top 10. Il faut préciser qu'il va avoir 27 ans et qu'effectivement, le temps est peut-être compté pour lui. C'est sûr. On va devoir conclure sur le chapitre John Isner parce qu'on est très en retard. C'est sûr, tu fais des intros de 10 minutes. Ah oui, mais bon. Radio Tennis Play.
Puisqu'on a évoqué le tournoi d'Indian Wells, on va passer de l'autre côté des États-Unis et filer à Miami. Nous sommes en Floride, nous sommes en 1989. Thomas Muster vient de remporter une demi-finale de dingue contre Yannick Noah. Ça sent l'accident, ça. Et soudain, ça sent l'accident. Comme on dit sur M6, c'est le drame. C'est l'époque où le tournoi de Key Biscayne compte 128 joueurs dans le tableau et on joue tous les matchs en 5-7, en 3-7 gagnants. Donc c'est quasiment le 5e grand chelem de l'année. Et Muster, effectivement, vient de battre Noah. Énorme victoire. En finale, il doit jouer Ivan Lendl, le numéro 1 mondial de l'époque. Et sur le parking, en rangeant ses affaires, il se fait renverser par une voiture. Alors on croyait que c'était un chauffard, c'était une chauffard. Hein. C'est une femme ivre qui conduisait cette voiture, qui a littéralement broyé le genou de Thomas Muster. On se croit fort et tout s'écroule en une seconde, a dit l'Autrichien, qui était un immense espoir. Hein. 21 ans, en pleine progression, et on pensait que c'était fini pour lui. Le tennis, à ce moment-là, il n'y a pas eu de finale, évidemment, il n'a pas pu jouer, il s'est fait opérer, etc. Et il est revenu 6 mois après, dès le mois de septembre, Barcelone. Il est sur le terrain pour jouer le tournoi de Barcelone contre toute attente, parce qu'on pensait qu'il allait devoir s'arrêter 4-5 ans, voire ne jamais pouvoir revenir. Et durant l'été, il y a eu cette photo extrêmement célèbre où on voit Thomas Muster sur cette chaise en bois. T'es un bon gamin, toi. Qu'il a confectionné. Tu t'es bien fait embarquer par la presse. Bah attends. Évidemment que c'était un petit peu romancé, cette photo. Un petit peu romancé. C'est complètement monté. C'est bidon. Il y a un film, etc. Mais voilà. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il est revenu. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas passé des heures. Voilà. Non, Lucas, c'est pas le truc. Attends. Non, mais le gars était dans un centre de Thalasso, le même que Niki Lauda, donc des gars qui ont eu des trucs, des petits pépins quand même. Après, on ne peut pas dire qu'effectivement Thomas Muster était un énorme travailleur. Voilà. Mais bon, sur le coup, en tout cas, il est revenu 6 mois après. Et il est en quart de finale à Barcelone 6 mois après, alors qu'on le croyait perdu. C'est formidable. Parce qu'on a fait en sorte de nous faire croire qu'il était perdu. Mais en fait, son genou n'était pas si abîmé que ça quand même. Ouais, 6 mois d'arrêt quand même, alors qu'il est en pleine progression. Bon, il y a quand même un pépin. Non, alors, quand tu vois la voiture, tu te dis que son genou devait être en sale état quand même. Et justement, j'ai retrouvé dans l'équipe de 89 Philippe Maria qui ironise un peu sur la situation. Voici ce qu'il écrit, ces 3 lignes. Hein. Aux dernières nouvelles, la voiture ne se serait jamais remise du choc et rouillerait dans une décharge à Miami. Muster, lui, va bien et ceux qui lorgnent sur son genou ne décèlent même pas un raccord de peinture. Voilà ce qu'écrivait Philippe Maria en 89. Ça m'étonne pas. Qui était envoyé spécial à Barcelone et qui s'étonnait, comme tout le monde, de voir Muster revenir aussi rapidement et aussi bien. Rappelons que Thomas Muster est toujours classé. À l'ATP. Au classement ATP, il doit être 1100e. Bah oui, il a joué un peu. C'est parce qu'il a rejoué. Formidable comeback. Moi, j'adore ce gars-là. Julien, merci pour cet effet rétro. Radio Tennis Play. Émilie, c'est à toi pour ton coup de cœur ou ton coup de gueule. Qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine? Je crois que c'est un truc un petit peu rigolo. Une connerie. Une bêtise. Pour une fois, on a une joueuse, donc Azarenka. Vous avez pu le comprendre que j'aime beaucoup. Il y a eu la remise des prix à Indian Wells. Et c'est une super idée. Ils ont inventé un trophée qui ne se soulève pas. C'est-à-dire qu'impossible de prendre les photos. J'ai cru qu'elle allait se blesser. Un truc très très lourd. Pourquoi? C'est quoi? Donc j'ai trouvé ça très original. Il faut être un haltérophile pour soulever le trophée. T'as pas vu? Donc en fait pour les photos c'est sympa parce que j'imagine que ça a été, je sais pas qui a créé ce trophée. Donc c'est quand même pour que la joueuse puisse se faire prendre en photo avec le trophée. Et en fait il fallait qu'il y ait un type avec elle pour lui soulever le trophée. Je trouvais que l'idée était très originale. J'ai adoré. C'était mon petit coup de, c'est pas un coup de gueule. Hein. Mon clin d'œil. On peut en mettre des coups de gueule nous aussi ou pas? Allez, vas-y vite, parce qu'on est super en retard. Moi j'en ai aussi ras la casquette des milliardaires qui rachètent des tournois de tennis, c'est très bien. Il met de l'argent, le Larry là, je sais pas quoi. Larry Ellison, patron d'Oracle. Lui et le Charlie Passarelle et les invités. C'est pire que la bande de France Télévisions quand il y a un truc qui est fait par eux. C'est-à-dire que tout le temps, tu les as à l'image. Tout le temps, tu dois les voir. Et là, il y en a ras-le-bol de voir leur tronche. Parce qu'on est là pour voir un match de tennis. Et sincèrement, voir le Ben Stiller avec sa poule du coin, les acteurs, les actrices qui passent, ils en ont rien à carrer si ce n'est montrer leur tronche 2 secondes. Et vas-y, le Larry avec sa fille à côté et le Charlie Passarelle qui en font des tonnes à chaque fois qu'ils passent à la télé. J'en ai marre de ça. Ouais, ce sont des Américains. Allez. Radio Tennis Play. Allez, on va se dépêcher. Les tweets de la semaine. On va revenir sur les heureux, héros et malheureux de la semaine, à savoir John Isner et Novak Djokovic, qui ont eu un petit échange sur Twitter. Félicitations à John Isner pour son entrée dans le top 10 après sa belle semaine. Et félicitations à Roger Federer pour avoir remporté un autre grand titre à Indian Wells. Ça, c'est signé Novak Djokovic.
Donc Isner a répondu « C'est classe. Merci vieux. See you in Miami ». L'échange est sympa, mais il en fait pas un peu des caisses, l'ami Novak Djokovic. Ça fait pas très naturel tout ça quand même. On n'a pas parlé de la réaction de Djokovic au moment de la poignée de main face à Isner. J'ai trouvé extrêmement froid. Alors évidemment, on va pas rire quand on perd, mais pas un mot, rien. Il est parti avant même qu'Isner serre la main de l'arbitre. Il était déjà quasiment avec son sac à l'extérieur. Je préfère qu'il soit froid et qu'il dise rien parce qu'il a les boules, plutôt qu'avoir un Gilles Simon qui, en serrant la main de Stanislav Wawrinka, alors qu'il n'a pas joué, Wawrinka, il est en dépression totale, le Suisse, depuis l'histoire de la Coupe Davis. Il ne s'en remet pas, je vous le dis. D'ailleurs, il ne joue pas à Miami. Non, mais il est détruit mentalement et moralement à cause de cette histoire de la Coupe Davis. Et Gilles Simon lui serre la main en lui disant dommage, mais j'ai vraiment joué comme un rat. Le mec, il vient de le battre, l'autre n'a pas joué, il est en dep. Et le Gilles Simon lui sort ça au filet. J'ai joué comme un rat. En dep. Et il lui dit 2 fois en plus, parce que le Wawrinka lui dit pardon, excuse-moi, je crois que j'ai mal entendu. Non, j'ai vraiment joué comme un rat. Moi, des mecs comme ça, j'aime pas. Radio Tennis Play. Bon allez, on continue de se dépêcher. On va aller loin, on peut dépêcher. Benoît Mélin. Mais oui, il a fait 2 coups de colle. Est-ce que tu veux je peux vous refaire une petite introduction de 5 minutes Ah non, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, quoi? On va terminer avec le quiz, évidemment. On parle pas des tweets des acteurs qui étaient à Indian Wells. Vous savez, il y en a qui aiment le tennis. Qui Kate Walsh, qui joue Addison dans Grey's Anatomy. Elle a même tweeté des photos. Elle fait des tweets pendant les matchs. Loin, là. Et Ben Stiller fait 1m2, parce que la photo qu'il a balancée avec Rafa, c'est marrant. Il lui arrive à la hanche. Ben Stiller, sympa. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas au masque. Alors, quiz, vas-y. Nous ne sommes pas au masque et la plume, donc on va passer au quiz. Quel événement, première question, a largement perturbé l'édition 93 du tournoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est quoi la question? Tempête de sable. De quel événement? Ah oui, on parle de Key Biscayne. On parle de Key Biscayne. Attends, non. J'ai oublié de foot. Mais moi, j'étais sur Indian Wells. De quoi il parle? T'as Roland Garros. Alors, c'est un quiz Key Biscayne. Édition 93 du tournoi, un événement a perturbé le tournoi. 93, c'est Sampras qui bat Washington cette année-là. Tout s'est bien passé cette année. Tout s'est bien passé. Non, il y a eu une terrible tornade, mes amis. Ah oui. Et le tournoi n'a pas failli aller à son terme. Non, on a failli ne pas aller à son terme. Merci. Les mots étaient là, mais il fallait les remettre dans l'ordre. Ouais, bon, d'accord, tornade. Tu t'en souviens aucun pas, souvenir, tu vois? non, aucun souvenir de ça. Non. Non, mais attends, 93. Deuxième question. On n'était pas nés. Ah oui, non mais attendez, si le monde a commencé en 2000 pour vous, je suis désolé. Ah non, mais si tu fais du quiz de Louis XIV, on va pas y arriver non plus. Ah oui, alors bon. Deuxième question. Miami toujours. Ah oui, c'est 3 questions sur Miami. Quel est le recordman des titres à Key Biscayne ou Miami? Bon, Agassi. Chez les femmes, c'est Vénus. Agassi, combien? 6. Oui. Et chez les femmes, Vénus, on s'en fout. Et je t'ai fait. Mais non, mais ma question porte sur Agassi. Ouais. 90, non, 90. C'est des records de victoire à record Miami. Chez les messieurs. Oh, bah tiens. Vénus Williams et Steffi Graf, on s'en bat les couettes. Les couettes. Combien Steffi Graf et Vénus? 6 aussi. On s'en bat les couettes. Non, attention, je dirais 5 parce que. Bon, cela dit, je suis pas allé vérifier chez le tableau féminin. Dédé gagne son dernier Miami et dans la cérémonie de remise des prix dit je voulais à tout prix battre le record de ma femme. C'est vrai. 90, 95, 96, 2001, 2002, 2003. André Agassi à Key Biscayne. Toi qui es plutôt, c'est vrai, quand même galant et tout, etc. Je suis étonnée que tu regardes quand même tu que dis les... que je suis une facile pour finir. Ça part Quel mal. Français Facile, généralement, c'est pas répondre. Quel Français, quel joueur Grosjean français 99, Krajicek. Voilà. Ok, t'as autre chose. Voilà, la question c'était quel Français a battu le nouveau numéro 1 mondial avant de se glisser jusqu'en finale du tournoi. C'était Sébastien Grosjean. Il avait battu Carlos Moya. 1999. Carlos Moya qui avait remporté le tournoi d'Indian Wells et qui était le nouveau numéro 1. Radio Tennis Play. Allez, on en arrive au générique de cette 7e émission de il va Radio nous faire des conclusions de Tennis 7 Play. minutes. Merci à tous et particulièrement aux équipes de RTL qui nous accueillent dans leurs murs, ainsi qu'à Vincent, Gwenaël, Florent qui est en coulisses. Allez, vas-y, perds du temps. Vous pouvez faire 3 quiz. Vous pouvez évidemment nous contacter le via tableau de notre Key Biscayne page en entier. Facebook, Allez. Tennisplay, notre compte Twitter Tennisplay TV, ça c'est pour Myrtille, ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le programme tennis de la semaine, il est simple. Orange. Et voilà, c'est Miami avec Orange Sport avec pour les Federer, messieurs et Miami pour les filles. Pour les filles Ah ouais, sur Mais réponds Eurosport. pas, Émilie. Allez,
Rendez-vous la semaine prochaine, car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini! C'est fini!